Mon mari a ri quand je lui ai demandé le divorce et a dit que je reviendrais en rampant. Il ne se doutait pas que ce n'était que le début de ma vengeance. En parcourant les boutiques, j'ai été attiré par un délicat collier à 500 €. Son éclat a attiré mon regard, et pendant un instant, je me suis demandé si peut-être, juste peut-être, je méritais de me faire plaisir. C'est alors qu'une petite main a tiré sur ma manche. Maman, c'est beaucoup trop cher. Tu ne le vaux pas, Léo, mon fils, a froncé les sourcils en me regardant, sa voix empreinte de désapprobation et de mépris ouvert. La vendeuse a haussé un sourcil, un léger sourire narquois se dessinant au coin de sa bouche. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. D'autres clients riaient, s'amusaient, les bras chargés de belles choses. Moi. Je suis resté là, humilié par l'enfant même que j'avais passé 7 ans à élever avec chaque once de force que j'avais. Mes doigts ont lentement glissé du collier. Je l'ai regardé calmement, ma voix aussi froide et stable qu'un vent de plein hiver. Tu as raison. Je ne le vaux pas, mais cette fois, je n'étais pas d'accord avec lui. Je prenais une décision. Au moment où nous avons franchi la porte d'entrée, Léo a couru droit vers Laurent, s'agrippant à sa jambe comme un acolyte loyal et me dénonçant. Elle s'est acheté un collier à 500 €. Papa, tu peux y croire? Laurent a joué son meilleur rôle de mari sévère. Sérieusement, pour quelle occasion le porterais-tu? Ce n'est pas comme si on roulait sur l'or. Tu devrais vraiment le rapporter. Puis il a ajouté avec un soupir, on ne peut pas en vouloir au gamin d'avoir dit quelque chose. Nous ne sommes pas une famille de la haute société. Sois raisonnable. J'ai regardé froidement le duo père-fils, si unis dans leur jugement. Oh, je vois. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, je ne mérite même pas de dépenser 500 €. Léo s'est accroché plus fort à son père et a crié, tu ne le mérites pas, papa travaille si dur tous les jours, et toi, tu n'as même pas de travail. Pourquoi dépenserais-tu son argent? Laurent se débrouillait à peine dans son entreprise depuis des années, gagnant à peine 4 000 € par mois. Après le prêt immobilier, les mensualités de la voiture et les factures, il ne resterait pas grand-chose si je n'avais pas géré chaque centime de nos dépenses ménagères avec la rigueur d'une funambule. Avant de tomber enceinte, je gagnais plus de 10 000 € par mois. J'étais en bonne voie pour une promotion importante. Mais Laurent m'a convaincu qu'un enfant a besoin de sa mère, que je devais rester à la maison pour le bien de la famille. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est la trahison de Léo. Après sa naissance, j'avais bien l'intention de retourner travailler. Mais juste au moment où j'étais prête, la mère de Laurent, qui avait promis de m'aider avec la garde de l'enfant, a soudainement fait faux bond. Il ne restait personne. Je ne pouvais pas jongler entre un nouveau-né et un travail à haute pression. Alors, j'ai tout abandonné. Je suis devenu une mère au foyer. Mon monde s'est rétréci au lait maternisé et aux couches. Les conversations qui tournaient autrefois autour de la stratégie d'entreprise et des commérages de bureau se sont transformées en horaires de sieste et en tableaux d'alimentation. Mon cercle social s'est estompé jusqu'à ce que les seules personnes à qui je parlais encore régulièrement soient les mères du quartier. J'ai tout abandonné pour cet enfant. Et pourtant, ce même enfant se tenait dans une bijouterie et me disait, tu ne gagnes pas d'argent. Tu ne mérites pas ça. Même sur le chemin du retour, il n'arrêtait pas de tirer sur ma manche, m'incitant à retourner rapporter le collier. Toutes les hormones que j'avais portées pendant des années depuis la grossesse, celles qui me faisaient autrefois me sentir maternelle, protectrice, aimante, se sont taries à ce moment-là. J'ai vu les yeux de la vendeuse s'écarquiller devant la scène et j'ai réalisé que j'avais élevé un petit monstre ingrat. Je bouillais de rage, mais je ne trouvais pas les mots. J'ai claqué la porte de ma chambre, comme si cette barrière de bois pouvait garder la laideur de ma vie de l'autre côté. Et c'est là que l'idée m'a frappé. Le divorce. Si aucun d'eux ne m'aimait plus, j'arrêterais de gaspiller mon amour pour eux. Dorénavant, je m'aimerais moi-même. Ce soir-là, je n'ai pas cuisiné. Laurent et Léo ont remarqué le silence, mais n'ont pas dit un mot. Dans leur esprit, j'étais puni. Ils ont commandé une pizza pour deux, pas une part pour moi. Je m'en fichais. J'ai passé toute la nuit à réfléchir, à planifier. Au matin, j'avais dormi malgré le réveil et manqué l'heure pour emmener Léo à l'école. Léo, qui avait également dormi trop longtemps, est entré en trompe dans ma chambre en enfilant ses vêtements. Maman, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Je suis en retard. Quel genre de mère fait ça? Peut-être une qui ne veut plus être ta mère. J'ai ravalé mes mots, les regardé droit dans les yeux. Je ne suis pas une bonne mère.
va demander à ton père. Il a explosé, criant et attrapant le téléphone pour appeler Laurent. Laurent était déjà parti au travail. Mais dès qu'il a entendu la voix de Léo, il a pris sa matinée et est rentré précipitamment pour le conduire à l'école. À ce moment-là, j'étais déjà habillé et sorti. Première étape pour quitter ce mariage, trouver un travail. Je n'avais pas un seul euro d'économie après 7 ans en tant que mère au foyer à plein temps. Demander le divorce maintenant serait imprudent. J'avais été chef de projet, respecté, avec de bonnes relations. Mais alors que j'envoyais CV après CV, les réponses arrivaient au compte-gouttes, comme une mauvaise blague. Chaque refus citait la même chose, 7 ans hors du marché du travail, dépassé, non qualifié. Alors, j'ai revu mes exigences à la baisse, me disant que je recommencerais à zéro. Pourtant, les directeurs des ressources humaines m'ont poliment fait savoir que je ne correspondais plus au profil. Les entreprises exigeantes me trouvaient hors de propos. Celles sans exigence me trouvaient trop vieille. Même le café du quartier m'a refusé, disant que je ne m'intégrerais pas à leur ambiance jeune. Sous le soleil de plomb, j'ai essuyé la sueur de mon front. Je suis passé devant une supérette, me suis arrêté devant le rayon des congélateurs, fixant les rangées colorées de boissons et de glaces. Peut-être que je mérite une petite gâterie, ai-je pensé. J'ai mis la main dans mon sac, j'ai commencé à sortir de l'argent, et à la dernière seconde, j'ai pris la bouteille d'eau la moins chère à la place. Mon téléphone a de nouveau vibré. Laurent, sans doute, appelant pour me gronder. J'ai fixé l'écran, puis j'ai calmement bloqué son numéro. Je le débloquerai en rentrant à la maison. Au moment où j'ai remis les pieds dans la maison, les accusations de Laurent m'ont assailli comme une volée de missiles. Même si on se dispute, ça ne veut pas dire que tu peux simplement négliger Léo. À cause de toi, il était en retard et j'ai dû prendre un congé et me faire moquer par mon patron. J'ai répliqué sur le champ. Je m'occupe de Léo depuis 7 ans. Tu n'as pas réussi à gérer une seule journée sans tout gâcher. Quel genre de père es-tu? C'était exactement ce que Léo m'avait dit une fois. Et maintenant, je retournais ces mots à leur propriétaire légitime. Laurent a explosé. Tu es sa mère. Si tu ne t'occupes pas de lui, qui le fera? Oh, s'il te plaît, ai-je rétorqué. Tu es son père. Pourquoi ne peux-tu pas prendre tes responsabilités, toi aussi? Ça l'a fait taire. Peut-être parce que j'avais enfin dit à voix haute ce qu'il avait essayé d'éviter depuis toujours. Que sa soi-disant paternité n'était que pour la frime. J'ai ricané et je suis retourné dans la chambre. Laurent et Léo semblaient déterminés à m'ignorer. Ce soir-là, comme la veille, ils ont commandé une pizza et n'ont pas pris la peine de m'appeler pour manger. Je m'en fichais. J'étais collé à mon écran, parcourant les offres d'emploi. Qu'ils profitent de leur précieuse pizza. J'avais déjà mangé de toute façon. Mais jour après jour, je me heurtais à des impasses. Les employeurs me rejetaient d'emblée ou essayaient de me piéger dans des essais non rémunérés. Ma confiance initiale, le feu que j'avais quand j'ai décidé de divorcer, a commencé à faiblir. Je rentrais chaque jour épuisé, physiquement et émotionnellement, pour être accueilli par leur froideur. Un soir, alors que Léo grignotait un sac de chips, il a grommelé, « L'école nous donne beaucoup trop de devoirs. Je ne les finirai jamais. » Laurent l'a regardé avec des yeux doux et lui a tapoté l'épaule. Ce n'est pas grave. Ne te force pas, regarde un peu de dessin animé d'abord. Tu pourras faire tes devoirs plus tard. Léo s'est illuminé. Il s'est tourné vers moi avec un sourire narquois qui dégoulinait de satisfaction. C'est le meilleur. Il ne me force pas à faire des choses que je ne veux pas faire. Pas comme quelqu'un. Nous savions tous les deux qui était ce « quelqu'un ». Je l'ai regardé sans expression. Autrefois, c'est moi qui m'asseyais à côté de lui chaque soir, l'aidant à résoudre chaque problème. C'est moi qui m'inquiétais de ses notes, qui perdait le sommeil pour son avenir. Mais à ses yeux, j'étais juste la mère sermonneuse qui lui rendait la vie plus difficile. Et Laurent, qui se dérobait à ses responsabilités d'une seule phrase, était le père cool. Maintenant que j'avais pris du recul, Léo avait déjà pris de mauvaises habitudes. Mais je m'en fichais. Son avenir n'était plus mon problème. Après une autre semaine de recherche d'emploi infructueuse, j'ai finalement cédé et décidé de demander de l'aide. Sophie avait été ma meilleure amie à la fac, une femme de carrière ambitieuse et pragmatique. Nous étions inséparables autrefois, nous encourageant mutuellement dans le travail et la vie. Mais après avoir eu Léo et quitté mon travail,
les appels se sont raréfiés et ont finalement cessé. Quand la communication s'est établie, sa voix portait une pointe d'ironie acérée. « Alice, ça fait des siècles que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Te voilà. » Je suis sous le choc. « Quoi ? Tu prends une pause de ton mari et de ton gamin pour te souvenir que j'existe. » Je savais ce qu'elle voulait dire. À l'université, nous avions toutes les deux juré de ne jamais devenir le genre de femme qui dépend d'un homme pour vivre. Et pourtant, me voilà, devenu tout ce dont nous nous moquions autrefois. Je lui ai parlé de ma recherche d'emploi, de la façon dont personne ne me prenait au sérieux. Elle n'a pas dit grand-chose, a juste demandé à ce qu'on se voie en personne. Quand nous nous sommes finalement assises l'une en face de l'autre des années plus tard, elle ressemblait exactement à un personnage de ces séries en streaming. Élégante, confiante, ses cheveux bouclés en vague à la mode. Elle me ressemblait, autrefois. Pendant ce temps, je tripotais le bord effiloché de la chemise que je portais depuis 2 ans, soudain consciente de chaque détail usé. Elle a rompu le silence. « Tu cherches du travail et tu n'arrives à rien. » J'ai hoché la tête. « Ouais, le marché est pourri, » a-t-elle dit sèchement. « Et avec ton interruption de carrière, les entreprises hésiteront. Ne le prends pas personnellement. Ce n'est pas à propos de tes compétences. » Dur, mais vrai. J'ai apprécié l'honnêteté. « Viens travailler dans mon studio », a-t-elle dit. Il s'est avéré que Sophie avait quitté son emploi quelques années auparavant et avait lancé une entreprise de médias juste à temps pour surfer sur la vague des réseaux sociaux. Maintenant, elle prospérait. Elle m'a parlé des influenceurs sous son label, certains avec plus d'1 million de followers. Je lance un nouveau visage. J'ai besoin d'un scénariste. Quelqu'un te formera, mais ce sera un travail difficile. J'avais déjà travaillé dur. Je savais ce qu'il fallait pour gravir les échelons. À la maison, tous mes efforts ne m'avaient valu que le mépris de 2 hommes ingrats. Nous avons parlé de la structure salariale, et elle m'a dit de venir le lendemain pour commencer. Honnêtement, j'aurais pu la serrer dans mes bras sur le champ. Je voulais sortir en courant de ce café et la suivre directement au studio. Elle m'a tapoté l'épaule. Travail dur. Mets de l'ordre dans tes finances, puis divorce de lui. Laurent a toujours été égoïste. Je t'avais dit à l'époque de ne pas l'épouser. Elle l'avait fait, mais je n'avais pas écouté. J'étais amoureuse, stupidement amoureuse. Je l'ai épousée, eu son enfant, abandonné tout ce que je construisais. J'ai laissé tomber Sophie et je me suis laissé tomber moi-même. Mais il n'est pas trop tard. J'ai encore le temps de reconstruire. Et maintenant, j'ai enfin une raison de croire que je peux le faire. Une fois que j'ai commencé à travailler au studio de Sophie, je m'y suis jeté comme une affamée sur un festin. Je restais tard tous les soirs, absorbant tout ce que je pouvais. Sophie et son équipe ne plaisantaient pas. Ils étaient durs. Mes scénarios ont été rejetés plus de fois que je ne pouvais les compter, réécrits, puis rejetés à nouveau. À la fin du premier mois, je n'avais gagné que 2 000 €. Mais je n'étais pas découragé. J'ai utilisé mon premier salaire en 7 ans pour offrir un café à toute l'équipe. C'était ma façon de dire merci et de marquer un nouveau départ. Ce n'était que le début. J'étais déterminé à remonter la pente, un pas à la fois. Ce n'est que lorsque la professeure de violon de Léo a appelé que j'ai réalisé à quel point je m'étais déconnecté de la vie de Laurent et de son fils. « Madame Alice », a dit la professeure, « je voulais vérifier si Léo continuera ses leçons. Il n'est pas venu de tout le mois. Et s'il arrête, pourriez-vous régler la facture du mois dernier ? Aussi, la dernière fois. » Je l'ai interrompu. « Je suis désolé, Madame Dubois. Je ne suis plus celle qui s'occupe des affaires de Léo. Vous devrez parler à son père. » Je lui ai donné le numéro de Laurent, et poliment dit au revoir, et j'ai raccroché sans une seconde pensée. Ce soir-là, je suis entré dans la maison et j'ai trouvé Laurent me foudroyant du regard. « Comment as-tu pu laisser les frais de scolarité de violon de Léo impayés ? As-tu la moindre idée de l'humiliation que j'ai ressentie quand Madame Dubois a appelé mon bureau pendant une réunion de département ? Apparemment, elle avait appelé à plusieurs reprises, fort, pendant que Laurent faisait une présentation. Maintenant, tout le département savait qu'il était en retard sur le paiement des frais de scolarité. J'ai écouté calmement son explosion. Quand il a eu fini, j'ai dit, froidement, « Tu aurais pu simplement payer en le déposant. Pas besoin de prendre ce ton avec moi. » Puis j'ai souri, plissant les yeux. « Oh, c'est vrai.
La professeure a aussi dit que Léo n'est pas allé en cours depuis un mois. Tu fais un travail stellaire, papa. Rien ne blesse un homme médiocre comme un ego meurtri. Laurent était déjà l'employé le moins bien payé de son département. Les nouveaux stagiaires gagnaient plus que lui. Maintenant, quelqu'un l'avait traité de mauvais payeur devant ses pairs. Il ne pouvait pas le supporter. Toi. Il m'a pointé du doigt, tremblant de rage. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ces derniers temps? Tu ne cuisines pas. Tu ne fais pas le ménage. Tu rentres tard tous les soirs. Et maintenant tu négliges Léo. C'est ton fils. Je l'ai défié du regard. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? J'ai toujours été comme ça. Ou as-tu oublié comment j'étais avant notre mariage? Oui, je lui ai donné naissance. Mais je ne suis pas la seule qui aurait pu le faire. Léo est ton fils aussi. Pourquoi est-ce seulement mon travail de m'occuper de lui? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai un travail maintenant. Je suis occupé. Ne m'embête plus avec des broutilles comme ça. Laurent a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Je pensais que peut-être, juste peut-être, cela le ferait reculer. J'avais tort. Le lendemain matin, je suis entré dans le salon et je me suis figé. Assise sur le canapé, entourée de sacs et arborant un air de détermination suffisante, se trouvait la mère de Laurent, Martine. Je m'étais disputé avec Laurent vers 22h la veille. Martine était arrivée à 5h du matin. Elle avait dû faire ses valises et prendre le premier bus, peut-être même conduire toute la nuit. Dès qu'elle m'a vu, elle a aboyé, il est tard. Lève-toi et prépare le petit déjeuner pour Laurent et Léo. J'ai levé les yeux au ciel. Je ne prépare rien. Si quelqu'un veut un petit déjeuner, il peut se le faire lui-même. J'ai bâillé et je suis retourné directement dans ma chambre. Martine a soufflé et s'est dirigée vers la cuisine, ses sacs à la remorque. Pendant 2 heures entières, la maison a résonné du bruit de sa cuisine passive-agressive. Personne n'a dormi, pas même Laurent. Finalement, il a craqué. Maman, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je prépare le petit déjeuner, a-t-elle dit doucement. Puisqu'Alice ne cuisine plus, il faut bien que quelqu'un le fasse. Elle a apporté la nourriture juste au moment où je sortais de la chambre d'amis. Son sourire s'est effacé pour laisser place à un froncement de sourcils. Vous dormez dans des chambres séparées maintenant. Après la dispute, je ne voulais plus partager un lit ou même une chambre avec Laurent. La chambre d'amis était devenue mon sanctuaire. Laurent, reconnaissant du changement de sujet, s'est immédiatement lancé dans une performance. Elle boude encore à propos d'un collier. Je lui ai dit que nous ne pouvions pas nous le permettre, et maintenant elle punit tout le monde. Il a regardé sa mère en soupirant comme un homme portant le poids du monde. Ça coûtait 500 €. Maman, je gagne à peine quelques milliers par mois. Elle dépense de l'argent pour des bêtises. Martine a secoué la tête et a commencé à me sermonner. Laurent n'est pas Crésus. Vous avez une maison, une voiture, un enfant. Tu ne devrais pas gaspiller des centaines d'euros dans des bijoux inutiles. Et ce n'est pas comme si tu rapportais un revenu. Tu devrais économiser pour la famille. Si cela avait été moi il y a quelques mois, encore mère au foyer sans revenu, j'aurais peut-être ravalé ma fierté et laissé passer. Mais pas maintenant. Maintenant j'avais un salaire, pas énorme, mais suffisant pour me donner de la colonne vertébrale. Je me suis redressé et j'ai dit, en fait, cet argent fait partie de nos biens matrimoniaux. J'ai tout à fait le droit de le dépenser comme bon me semble. Puis je me suis tourné vers Laurent. Et je suppose que ta mère ne l'a pas mentionné, mais j'ai un travail maintenant. Je me suis éloigné, me sentant pour la première fois depuis longtemps vraiment confiante. Derrière moi, Laurent fulminait. Alice ne cuisine pas, ne fait pas le ménage, ne s'occupe même pas de son propre enfant. Maintenant, maman arrive et elle ne la salue même pas. Quel genre de femme fait ça? Tout ça pour un stupide collier. Ces jours-ci, j'étais parti à l'aube et ne rentrais que tard. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois où j'avais vraiment regardé Léo. Maintenant, il était là, assis sur le canapé, dévorant un énorme morceau de poulet frit. De la graisse maculait ses lèvres. Il avait visiblement pris du poids. Pas surprenant. Avant l'arrivée de Martine, Laurent ne leur avait servi que des plats à emporter. Principalement de la restauration rapide. Martine était assise à côté de lui, roucoulant comme s'il dépérissait. « Regarde mon pauvre bébé.
il a tellement maigri. Alice, comment peux-tu traiter ton fils comme ça? Elle disait des choses comme ça tous les jours depuis son arrivée, sur ce ton condescendant et inquiet qui cachait à peine son mépris. Elle pensait clairement qu'elle pouvait me harceler pour que je redevienne la petite belle-fille soumise que j'étais. J'essayais de l'éviter autant que possible, mais elle était implacable, toujours là, toujours à regarder, toujours à attendre pour bondir. Un matin, elle a marmonné juste assez fort pour que je l'entende. Certaines personnes passent toute la journée à courir dehors et oublient qu'elles sont même mères. 600 cœurs. J'ai ri. Parlait-elle de moi ou de son fils? Elle a pris mon silence pour une invitation et s'est tournée vers Léo. Mon chéri, on ne veut pas d'une maman qui ne cuisine pas ou ne fait pas le ménage pour son enfant, n'est-ce pas? C'est une mauvaise maman. Léo l'a parfaitement imité. Non. Mauvaise maman. Je n'ai rien dit en passant devant eux jusqu'à ce que Martine fasse quelque chose d'impensable. Elle a attrapé la petite main graisseuse de Léo et l'a utilisée pour me frapper. Mauvaise maman. Mauvaise maman, a-t-il crié. Il n'a pas été doux. Des empreintes de doigts collantes ont fleuri sur mes vêtements, chaudes et honteuses. J'ai attrapé ses épaules, fermement, l'arrêtant. Immédiatement, il a éclaté en sanglots bruyants et désordonnés. Martine a bondi et l'a arraché de mes mains, le tenant comme s'il venait de survivre à un traumatisme. Tu lui as fait peur, a-t-elle cassé. Tu as vraiment besoin de te regarder en face. Je suis resté calme. Et que voudrais-tu que je fasse? Le laisser me frapper parce que tu lui as dit que je suis une mauvaise mère? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu es venu dans ma maison et tu as appris à mon fils à me manquer de respect. T'ennuies-tu à ce point ou essaies-tu juste de semer la zizanie? Martine a vacillé, sa bouche s'ouvrant et se fermant. Après un instant, elle a réussi à dire « Ne déforme pas mes mots. Je suis venu ici par gentillesse pour t'aider. Si tu n'avais pas insisté pour retourner au travail, je ne serais pas là en premier lieu. Je suis une vieille femme. Tu penses que je veux faire ça? » Puis elle s'est effondrée sur le canapé et a commencé à pleurer. J'essayais juste de m'occuper de cette famille, mais tu n'es jamais à la maison. Tu te disputes avec Laurent. Tu ignores ton enfant. Personne ne sait même ce que tu fais toute la journée. Et quand tu rentres, tu agis comme si j'étais un fardeau. Bientôt, le salon fut un concert de sanglots. Les siens et ceux de Léo se chevauchant, s'intensifiant. Qu'est-ce qui se passe? Laurent est finalement sorti de l'endroit où il s'était caché. Il avait dû écouter aux portes tout ce temps. Dès qu'il a vu sa mère et son fils pleurer, il s'est tourné vers moi avec le même air renfrogné et las. Alice, tu manques complètement de respect à ma mère. Puis il a regardé Léo, le nez et les larmes coulant sur son visage, et sa colère a semblé tripler. Il a pris Léo dans ses bras, le berçant doucement comme un père aimant d'un livre d'images. Drôle. Je ne l'avais jamais vu montrer ce genre d'affection auparavant. Voilà, voilà, a-t-il murmuré. Ce n'est pas grave. C'est entièrement la faute de maman. On n'a plus besoin de lui parler. Chaque mot était un poignard destiné à m'isoler, à monter mon propre enfant contre moi, à se peindre en victime et moi en méchante. C'était du Laurent tout craché, se cachant toujours derrière moi, derrière sa mère, derrière Léo, ne se manifestant que lorsque cela lui permettait de passer pour le héros. J'en avais assez, plus qu'assez. Le ressentiment que j'avais ravalé pendant des années m'est monté à la gorge. Je me fichais que le moment ne soit pas parfait. Je me fichais que Martine soit là ou que Léo regarde. J'avais atteint ma limite. J'ai regardé Laurent droit dans les yeux et j'ai dit les mots que j'aurais dû dire il y a des années. Laurent, je veux le divorce. Laurent m'a regardé, incrédule. Le divorce? Alice? Es-tu complètement folle? Sa voix tremblait de rage. Après toutes ces années, c'était la première fois que je défiais vraiment son autorité. Tout ça pour un stupide collier? Je n'ai pas dit un mot. Techniquement, oui, le collier avait tout déclenché, mais il ne s'agissait jamais que de ça. Voyant que je ne reculais pas, il a ricané et a craché une menace. Très bien, voyons voir qui ne peut vraiment pas vivre sans l'autre. Comme deux enfants jouant au jeu de la poule mouillée, nous avons marché droit au palais de justice et signé les papiers sans une seconde d'hésitation. À l'extérieur du palais de justice, Laurent m'a adressé un sourire froid. Tu ferais mieux de ne pas revenir en rampant. Les types comme moi ne se trouvent pas deux fois. J'ai souri en retour. Bien.
Je ne cherche pas une rediffusion. À l'intérieur, alors que le greffier vérifiait les documents et confirmait les termes du divorce, Martine a fait irruption comme si elle auditionnait pour un feuilleton. Léo reste avec nous, ainsi que la maison et la voiture. Elle n'a rien. Le greffier du tribunal a à peine réprimé un roulement d'yeux. Vous pouvez régler la garde et les biens en privé ou en médiation judiciaire. J'ai regardé droit devant moi et j'ai dit, calme et clair, pas besoin. Il peut garder la maison et la voiture. Partager les économies en deux. C'est tout. Le greffier a hoché la tête. Notre demande a été acceptée sur le champ. Nous devions juste attendre que le jugement final soit traité. Quand je suis sorti, Sophie m'attendait déjà au bord du trottoir. Dès qu'elle a vu Laurent, elle a levé son majeur bien haut en l'air. Laurent, comme prévu, n'a pas osé riposter. L'homme ne pouvait même pas élever la voix lors d'une réunion du personnel. Sophie était confiante, réussissait et était absolument hors de sa portée. Il s'est contenté de me lancer un regard noir et de marmonner, trop tard pour le regretter maintenant. Tu reviendras en rampant quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Sophie m'a rapidement poussé dans la voiture avant même que je puisse le regarder. S'il te plaît, comme si tu étais une sorte de trophée, a-t-elle reniflé, claquant la porte derrière elle. Et c'est ainsi que nous sommes partis, laissant Laurent et Martine dans un nuage de gaz d'échappement et d'insignifiance. Alors que Sophie s'engageait sur la route principale, elle m'a jeté un coup d'œil et a souri. Il t'en a fallu du temps. Je commençais à penser que tu ne t'en sortirais jamais. J'ai expiré lentement, l'adrénaline s'estompant enfin. Je sais, tout s'est passé si vite. Le seul problème, c'est que je n'ai pas eu le temps de planifier. Je n'ai aucune économie. Laurent avait accepté de partager l'argent à parts égales, mais je savais exactement combien nous avions. Ce n'était pas beaucoup, à peine assez pour me faire tenir un mois ou deux. Les yeux de Sophie se sont adoucis. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Cette simple promesse m'a frappé plus fort que prévu. Après tout, les années que j'avais passées à me rétrécir pour m'adapter à la vie de quelqu'un d'autre, j'étais enfin en présence de quelqu'un qui me voyait, qui était à mes côtés. Juste au moment où je commençais à me détendre, Sophie s'est agitée sur son siège. Mais ne crie pas victoire trop tôt, a-t-elle dit. Il y a quelque chose que je dois te montrer. Elle s'est garée sur le parking d'un café et m'a conduite dans un coin tranquille. Nous avons commandé 2 cafés. Une fois arrivée, elle a sorti quelques photos glacées de son sac à main et les a fait glisser sur la table. Regarde ça, a-t-elle dit. Je suis tombé dessus par hasard. Je les ai prises. Elle montrait Laurent entrant dans un hôtel avec une femme que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai froncé les sourcils. Sophie m'a fait signe de continuer à feuilleter. Les voilà à nouveau, sortant de l'hôtel ensemble. Sur une photo, Laurent portait son sac, son visage tourné vers elle avec un regard qui en disait bien plus que des mots. Pas d'hésitation, pas de honte, juste une intimité publique désinvolte. C'était donc ça. Laurent m'avait trompé. Mais à ma propre surprise, je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de chagrin, juste une confirmation silencieuse de quelque chose que je savais déjà au fond de moi. Sophie s'est penchée. C'est une cliente de son entreprise. Elle l'a emmenée à quelques événements de réseautage. Un de mes amis était là par hasard et les a vus. J'ai repensé. Toutes ces nuits où Laurent rentrait tard, puant le whisky, à peine capable de tenir debout, et je laissais Léo s'occuper de lui. Combien de fois avais-je été trop fatigué pour poser des questions? Elle est un peu aguicheuse, en fait, a ajouté Sophie, haussant un sourcil. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle perdrait son temps avec quelqu'un comme Laurent. Je n'étais pas choqué. Laurent était le moins performant de son entreprise depuis des mois. Ses commissions étaient pratiquement inexistantes. S'il n'obtenait pas de résultats bientôt, il le licencierait. Je suppose qu'il n'a pas contesté le divorce parce qu'il pense que la conquérir le sauvera, a dit Sophie. Il croit probablement qu'elle est son ticket d'entrée pour de meilleurs clients et une promotion. Il est enfin prêt pour sa grande percée. Elle a fait une pause. Mais Alice, je ne serais pas surprise qu'il revienne en rampant ou qu'il cause des problèmes. Sois prudente. Comme Sophie l'avait prédit, il a fallu moins de 2 semaines à Laurent pour m'appeler, suppliant une réconciliation. Au téléphone, son ton était suffisant, comme s'il me faisait une faveur. J'ai réfléchi, a-t-il dit. Tu es la mère biologique de Léo, et c'est important pour son développement. Je veux dire,
Je peux toujours trouver une autre partenaire, mais pour le bien de Léo, peut-être devrions-nous nous remettre ensemble. En arrière-plan, j'ai entendu la petite voix tremblante de Léo. Maman, tu me manques. S'il te plaît, reviens à la maison. Laurent sortait vraiment le grand jeu, utilisant les émotions de notre fils comme monnaie d'échange. Il voulait que je redevienne l'épouse et la mère pleine d'abnégation que j'avais été. J'ai gardé une voix douce. Je vais y réfléchir. Prends juste soin de Léo pour l'instant. Puis j'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Sophie. Elle avait déjà fait quelques recherches. Il s'est avéré que la conquête de Laurent était passée à une plus grande entreprise. Son client en or parti, ses chiffres ont chuté et maintenant il cherchait à revenir en rampant vers l'ex-femme pratique et peu exigeante. J'ai ri. Bien sûr, c'était toujours sa manière de faire. Utiliser les autres, manipuler la culpabilité, ne jamais vraiment prendre ses responsabilités. J'ai continué à faire traîner les choses, ne disant jamais oui ou non, et Laurent est devenu de plus en plus désespéré. Finalement, j'ai accepté de le rencontrer, principalement pour l'empêcher de sombrer. Il avait l'air différent quand je l'ai vu, plus mince, usé. Léo, aussi, était plus calme, plus réservé. Laurent m'a regardé, moi qui étais tellement plus saine, plus confiante que je ne l'avais jamais été avec lui, mais il ne m'a même pas demandé comment j'allais. Alors, j'ai rompu le silence. Tu as dit que tu avais quelque chose à me dire. Il a esquivé la question. Ma mère est partie. Je l'ai renvoyée. Ce qu'elle a fait était mal. Elle n'aurait pas dû te traiter comme ça. Ça ne se reproduira plus. Je n'ai rien dit. Il a poussé Léo. Tu m'as dit que tu avais quelque chose à dire à maman. Vas-y, Léo a hésité. Avant de quitter la maison, Laurent l'avait prévenu, si tu ne t'excuses pas, tu seras le gamin sans maman. Les enfants à l'école se moqueront de toi. Alors Léo s'est levé, a baissé la tête et a marmonné, maman, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te mettre en colère. S'il te plaît, reviens. Laurent a ajouté, je suis désolé aussi, ma chérie. J'aurais dû faire plus pour contrôler ma mère et Léo. S'il te plaît, pardonne-moi. Même maintenant, Laurent ne pouvait pas assumer ses responsabilités. Il rejetait toujours la faute sur tout le monde sauf sur lui-même. J'ai souri faiblement. Bien sûr, allons d'abord chercher le jugement de divorce, puis nous parlerons. Il s'est figé. Je suis ici pour me remettre avec toi. Je l'ai interrompu. Nous allons finaliser le divorce. Ensuite, je verrai comment tu te comportes. Si tu changes vraiment, peut-être que nous reconsidérerons les choses. Il ne comprenait pas pourquoi je n'acceptais pas tout de suite. Allez, Alice. Dis juste oui. Je promets que je te traiterai avec respect. Les choses seront différentes. Je lui ai fait un sourire en coin. Laurent, penses-tu que je suis stupide? Et si cette comédie ne dure que quelques jours? Au moins après le divorce, la maison et la voiture sont à toi. Tu ne perds rien. Il a hésité. Finalement, il a accepté. Il n'avait pas le choix. Le fantasme de la réconciliation s'était effondré, et la décision intelligente dans son esprit était de garder la porte ouverte au cas où. Pendant que nous attendions les papiers, Laurent a tout essayé pour me reconquérir. Il a amené Léo, m'a couverte de compliments, a même proposé de m'aider à me reposer pour que je ne sois pas fatigué du travail. Je n'ai pas bougé. Puis le jour est arrivé. Le jugement de divorce était prêt. Laurent m'a suivi hors du bâtiment comme un chiot loyal, agitant les papiers comme un ticket d'or. Super. Maintenant que nous l'avons, remarions-nous. Rentre à la maison avec moi aujourd'hui et nous irons faire la demande demain. J'ai hoché la tête. Il y avait encore quelques affaires dans cette maison que je devais récupérer. Dès que nous sommes entrés, Léo s'est jeté sur ma jambe, souriant d'excitation. Dans son esprit, maman la bonne était enfin de retour. Je l'ai doucement dégagé et je suis entré dans la chambre. Laurent a suivi, fermant doucement la porte derrière lui. Il a enroulé ses bras autour de ma taille, pressant ses lèvres vers mon cou. Je l'ai repoussé et j'ai commencé à faire mes valises. La dernière fois, j'étais parti à la hâte, et il y avait des choses que je ne pouvais pas me permettre de perdre. De vieux diplômes, des certificats, des documents qui ne pouvaient pas être remplacés. Les vêtements n'importaient pas, mais ceux-ci si. J'ai tout fourré dans un sac fourre-tout et j'ai finalement sorti 2 photographies. Je les ai jetées sur le lit.
Tu pensais vraiment que je reviendrais vers toi? Le visage de Laurent est devenu pâle. Sur les photos, on le voyait clairement entrer dans un hôtel avec sa maîtresse. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je dit sèchement, que c'est fini. Son charme s'est évaporé. Tu es ridicule. Je suis un homme. J'ai des besoins. Tu ne m'avais pas touché depuis des mois. Et alors, si j'ai fait un écart? Tous les hommes le font. J'ai ri amèrement. Tous les hommes ne couchent pas avec une cliente. Il a répliqué, qu'est-ce que ça peut te faire? Nous sommes divorcés. J'ai croisé son regard. Exactement. Nous sommes divorcés. Nous ne sommes plus rien maintenant. J'ai passé le sac sur mon épaule et je me suis dirigé vers la porte. Et ne t'inquiète pas, j'enverrai la pension alimentaire de Léo sur ton compte. Sans un autre regard, j'ai ouvert la porte et je suis parti. Léo attendait dehors. Il m'a regardé avec de grands yeux nerveux. Maman? Il était toujours mon fils, mon bébé, celui que j'avais porté, élevé, aimé, mais il m'avait blessé aussi. Je me suis agenouillé, j'ai doucement repoussé ses cheveux et j'ai souri. Je t'aime, Léo. Mon grand, si jamais je te manque, appelle-moi. Je viendrai tout de suite. Je te le promets. Chaque fois que tu voudras me voir, je serai là. J'ai tiré ma valise vers la porte d'entrée, et à chaque pas, je me sentais plus légère. Oui, j'avais renoncé à beaucoup de choses, abandonné la maison, la voiture, la soi-disant sécurité. Je suis parti avec rien. Mais malgré tout, j'étais enfin libre. L'argent, je pouvais le regagner. Un mari infidèle, ça ne valait pas la peine de s'y accrocher. Tant que j'avais ma liberté, tout ce que j'avais perdu était encore quelque chose que je pourrais un jour reconquérir. J'avais été en cage trop longtemps. Maintenant, l'oiseau qui planait autrefois dans le ciel était de nouveau libre, les ailes grandes ouvertes, prêt à voler vers son propre horizon. En sortant, j'ai croisé Céline, une des mères du quartier avec qui je discutais pendant les promenades en poussette. Elle tenait son plus jeune, rentrant chez elle quand elle m'a vu. Alice, il est si tard. Où vas-tu avec cette valise? Je lui ai souri, stable et imperturbable. J'ai divorcé. Il est temps de recommencer à zéro. L'expression sur son visage disait tout. Elle était stupéfaite, mais j'ai soutenu son regard, j'ai souri plus largement et j'ai ajouté, au revoir, Céline. Elle a hoché la tête, polie, mais encore en train de digérer. Je me fichais de ce qu'elle ou n'importe qui d'autre pourrait dire de moi demain. Laissons le quartier jacasser. Laissons les chuchotements se propager. J'en avais fini de vivre pour leurs attentes. Devant les grilles de la résidence, Sophie attendait avec un bouquet dans les bras. Les pétales de l'oiseau de paradis s'épanouissaient comme des ailes en plein vol. Elle a souri et me les a tendus. Félicitations, a-t-elle dit, sa voix fière et chaleureuse. Tu t'es échappé de la cage. Même après le divorce, j'ai essayé de rester en contact avec Léo. J'ai appelé, écrit, tendu la main encore et encore, mais il ne voulait pas me voir. Laurent, sans surprise, s'en est assuré. Il a déménagé plus d'une fois, rendant chaque fois plus difficile pour moi de les trouver. Les années ont passé. Quand j'ai revu Léo, nous étions tous les deux des personnes différentes. Après le divorce, une fois mon travail stabilisé, je me suis retrouvé dans une nouvelle relation. Il s'appelait Julien, un photographe au studio de Sophie. Il avait 3 ans de moins que moi, et dès le début, il a été clair. Il m'admirait, me respectait, et surtout, soutenait mon travail. Nous nous sommes mariés. Peu de temps après, nous avons eu une fille, Manon. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé qu'avoir un enfant ne devait pas signifier l'épuisement et le sacrifice. Cela ne devait pas signifier se réveiller toutes les 2 heures pour nourrir le bébé, se traîner toute la journée à moitié endormi. Julien était le genre de père dont je n'avais fait que rêver. Il s'occupait de Manon pendant la nuit pour que je puisse dormir. Il s'assurait que j'ai le temps de me reposer, de guérir, de respirer. Les douleurs persistantes que j'avais gardées après la naissance de Léo ne sont jamais revenues. Tout cela grâce aux soins discrets et constants de Julien. En fait, c'est Julien qui était sur les rotules. Le dos endolori, les épaules tendues, sursautant à chaque petit cri du berceau de Manon. J'ai passé mon congé de maternité dans le confort, choyé, soutenu, en sécurité. Et quand je suis retourné au travail,
je n'ai pas eu à m'inquiéter des listes de crèche ou des babysitters. La mère de Julien et une nounou à temps partiel aidaient pour tout. J'étais libre de me concentrer sur ma carrière. Pas de culpabilité, pas de compromis. Tout comme j'avais autrefois fait tourner toute une maisonnée dans le dos de Laurent, maintenant quelqu'un le faisait enfin pour moi. Les années avaient passé. Manon a grandi dans un foyer rempli de rire, de chaleur et d'amour. C'était une enfant brillante, joyeuse, curieuse, confiante, et débordant de l'esprit artistique qu'elle avait hérité de Julien et de la résilience tranquille qu'elle tenait de moi. Avec le soutien indéfectible de Julien, ma carrière a explosé. Je me suis fait un nom et le studio de Sophie a prospéré pour devenir l'une des entreprises de médias les plus influentes de la ville. Pour la première fois de ma vie, j'avais tout ce que j'avais toujours voulu. Une carrière florissante, un partenaire qui me chérissait vraiment, et un foyer qui me ressemblait. Et puis un jour, Léo est revenu dans ma vie. C'était complètement inattendu. J'étais dans un café entre deux réunions, prenant un rare moment pour respirer quand j'ai entendu une voix derrière moi. Maman. Je me suis retourné et pendant un instant, le souffle m'a manqué. Mais il n'était pas le petit garçon que j'avais laissé derrière moi. Il était plus grand que dans mon souvenir, ses traits plus nets, plus matures, mais ses yeux gardaient quelque chose de familier. Un mélange silencieux d'incertitude, de regret et de désir. Nous sommes restés là en silence un moment. Puis, avec hésitation, il a fait un pas en avant. On peut parler ? Nous nous sommes assis. Il a remué son café sans vraiment le regarder. Finalement, il a levé les yeux, croisant les miens. Il a hésité. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai attendu, lui laissant de l'espace. Il a pris une longue inspiration. J'avais tort. Les mots étaient doux, mais ils portaient le poids des années. J'étais juste un gamin, mais ce n'est pas une excuse. J'ai été horrible avec toi. J'ai laissé papa et grand-mère me remplir la tête de mensonges. J'étais convaincu que tu étais la méchante, mais... Il a dégluti difficilement. Quand tu es parti, les choses ne se sont pas améliorées. Elles ont empiré. Je m'en étais douté. Mais je l'ai laissé parler. Papa n'a jamais changé. Après le départ de grand-mère, il était toujours au travail ou en colère. Personne ne cuisinait. Personne ne vérifiait mes devoirs. Personne ne prenait de mes nouvelles du tout. Il s'est arrêté brusquement, la mâchoire crispée. Pendant longtemps, j'étais juste en colère contre toi. Mais en vieillissant, les choses ont commencé à prendre sens. J'ai vu comment papa traitait les femmes, comment il blâmait tout le monde sauf lui-même. Et j'ai commencé à me souvenir de tout. Sa voix s'est brisée. Tu as toujours été là. Tu t'occupais de tout. Quand tu as enfin choisi de penser à toi, Il a détourné le regard, ses yeux brillants. C'est moi qui t'ai poussé dehors, maman. J'ai expiré, lentement et doucement. Mon cœur me faisait mal, non pas d'amertume, mais de compassion. Il avait été un enfant, manipulé, façonné, utilisé. Il n'avait jamais eu la chance de mieux savoir. Je ne t'ai jamais détesté, Léo, ai-je dit doucement. Ses épaules ont tremblé et soudain, il n'était plus un homme adulte assis en face de moi. Il était juste redevenu un garçon. Le garçon que j'avais élevé, aimé, pour qui je m'étais sacrifié. Il a essuyé ses yeux, les levant enfin pour rencontrer les miens. Est-ce que je peux à nouveau faire partie de ta vie ? J'ai souri. Bien sûr, Léo. Tu seras toujours mon fils. La première fois qu'il a rencontré Manon, il était nerveux. Julien était là aussi, observant avec un calme prudent mais respectueux tandis que Léo s'agitait sur le bord du canapé. Puis Manon, pleine de l'émerveillement de ses 5 ans, a couru droit vers lui et a demandé « Es-tu mon frère ?» Léo a cligné des yeux, stupéfait. Ouais, je suppose que oui. Son visage s'est illuminé. J'ai toujours voulu un frère. Et elle a jeté ses petits bras autour de lui. Par-dessus son épaule, Julien m'a regardé. Ses yeux posaient la question qu'il n'a pas dite à voix haute. Est-ce que ça va ? J'ai hoché la tête. Parce qu'à ce moment-là, je savais que peu importe ce que j'avais perdu, peu importe tout ce que j'avais enduré, j'avais gagné quelque chose de plus grand. Je m'appelle Léo. Il m'a fallu des années pour réaliser que tant de ce que je croyais en grandissant n'était pas vrai. Quand j'étais enfant, je pensais que ma mère était la méchante. Elle me faisait toujours faire mes devoirs,
me disait de réduire les grignotages, insistait pour que j'aille me coucher tôt. Mon père ne m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Et ma grand-mère me chuchotait constamment à l'oreille, ta mère a un sale caractère. Elle ne se soucie pas de cette famille. Sans ton père, cette maison se serait effondrée depuis longtemps. Et je la croyais. Le jour où maman a acheté ce collier, j'ai vraiment pensé qu'elle était égoïste. Je l'ai regardée droit dans les yeux devant tout le monde et je lui ai dit qu'elle ne le valait pas. En y repensant maintenant, ces mots sont peut-être la chose la plus cruelle que j'ai jamais dite. Je me souviens de la façon dont elle m'a regardé, silencieuse, calme. Elle a dit, tu as raison. Je ne le vaux pas, et moi, je m'en suis senti suffisant. Je pensais avoir gagné. Je n'ai pas réalisé que c'était le moment où elle a commencé à s'éloigner de nous. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste fermé doucement la porte et est partie. Et j'ai pensé que cela signifiait que j'avais raison. Mais lentement, alors que la vie a révélé ses couches, j'ai commencé à voir les choses pour ce qu'elles étaient vraiment. Papa est devenu plus silencieux. Il rentrait du travail sans dire un mot, ouvrait une bière et s'endormait sur le canapé. Il ne m'a jamais demandé si j'avais fait mes devoirs. Ne m'a jamais demandé comment je me sentais. Il n'était pas le héros blessé que je pensais qu'il était. Il était juste quelqu'un qui n'a jamais voulu de responsabilité. J'ai commencé à voir clair dans les histoires qu'il racontait. Elles ne tenaient pas la route. Et j'ai commencé à me souvenir de choses, des choses que j'avais oubliées ou ignorées. Ma mère se traînant hors du lit pour faire la lessive à minuit. S'asseyant à côté de moi toute la nuit quand j'avais de la fièvre, répétant le même morceau de piano avec moi encore et encore avant un récital. J'ai commencé à me détester. Pas parce que j'étais un enfant qui ne savait pas mieux, mais parce que quand elle était au plus bas, je n'étais pas à ses côtés. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver le courage de la retrouver. Je ne savais pas si elle voudrait même me voir. Mais quand elle a levé les yeux dans ce café et m'a vu, elle n'a pas tressailli. Elle ne s'est pas détournée. Elle a juste écouté. Je me suis excusé. Elle ne m'a pas grondé. Elle ne m'a pas fait supplier. Elle a dit qu'elle ne m'avait jamais détesté. Et à ce moment-là, j'ai failli craquer. Parce que ça m'a frappé. Certaines personnes vous aimeront even when you've broken their heart. Plus tard, j'ai rencontré Julien. Il était stable, ancré, comme un mur sur lequel on peut s'appuyer. Je pouvais voir pourquoi elle se sentait en sécurité avec lui. Puis j'ai rencontré Manon. Elle m'a regardé avec de grands yeux curieux et a demandé « Es-tu mon frère ?» Je me suis figé, mais j'ai hoché la tête. Ouais, je pense que oui. Son visage s'est illuminé et elle m'a sauté dans les bras. J'ai toujours voulu un grand frère. Et en la tenant, quelque chose en moi s'est mis en place, comme s'il y avait une partie de moi qui manquait depuis des années et qui maintenant ne l'était plus. Julien m'a regardé, non pas avec méfiance, non pas avec hostilité, juste un respect tranquille, comme quelqu'un prêt à me faire une place. Et elle se tenait à proximité, nous observant avec le même sourire qu'elle avait l'habitude de porter quand elle me regardait jouer sur scène pour la première fois. J'essaie encore de devenir un homme meilleur. Aucune excuse ne peut effacer le passé, mais j'essaie chaque jour de devenir quelqu'un dont elle peut être fière. Je sais que je ne peux pas retourner à la vie que nous avions avant son départ, mais j'espère que dans la vie qu'elle s'est construite maintenant, je peux encore mériter une place. Pas comme le garçon qui avait besoin de ses soins, mais comme un homme qui peut enfin marcher vers elle et la serrer dans ses bras.